Bonsoir, nous sommes le jeudi 10 mars 2022. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission, l'urgence climatique, après la publication du rapport du GIEC et à 2 jours d'une nouvelle marche pour le climat. Tableau désastreux, risque terrible, conséquences catastrophiques, situation désespérée. Les superlatifs n'ont à nouveau pas manqué pour qualifier les conclusions du dernier rapport du GIEC paru il y a une dizaine de jours. Une fois de plus, chacun souligne l'urgence d'agir, mais comment? En appuyant sur quel levier? Avec quelle méthode? Mes 3 invités ont choisi des formes d'engagement différents. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est moins efficace? On va en débattre avec eux. Julien Leguet, bonsoir, bienvenue. Vous avez 45 ans, un passé d'éducation à l'environnement. Là, vous êtes guide batelier dans le Marais Poitevin et vous êtes porte-parole de Bassines Non Merci, une association qui lutte contre les méga-bassines destinées à stocker de l'eau pour les agriculteurs. Léo Cohen, bonsoir, bienvenue. Vous avez 32 ans et vous êtes déjà un retraité de la politique, en tout cas gouvernementale. Vous racontez dans ce livre, 800 jours au ministère de l'impossible, votre expérience de conseiller au ministère de l'écologie et vous racontez pourquoi vous avez rendu votre tablier. Vous allez nous l'expliquer. Et Alma Dufour, bonsoir, bienvenue. Vous avez 31 ans. Vous faites un peu la synthèse des deux, voire le chemin inverse de celui de Léo Cohen. On vous avait reçu comme chargé de plaidoyer à l'association Les Amis de la Terre. Aujourd'hui, vous êtes là comme membre de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, comme oratrice de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. À tous les 3, d'abord, pour commencer, un mot, un seul, pour qualifier votre rapport à l'écologie. Léo Cohen. Opérationnel. Opérationnel. Alma Dufour. Je dirais angoisse, parce que c'est le sujet qui m'angoisse le plus dans la vie. Ok. J'ai un attachement viscéral. J'ai grandi dans le Marais Poitevin et c'est un des endroits où on voit la biodiversité péricliter de jour en jour. Donc votre engagement pour l'écologie, pour l'environnement, il s'est fait comment? Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je suis un Parisien ou quelqu'un de la banlieue qui a la chance de découvrir le Marais Poitevin quand j'ai 5 ans. Et je parle souvent de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, c'est la liberté. À 8 ans, je sais pousser une barque, mes parents disent mais va te balader. Et vraiment de pouvoir jouir pleinement de cet état de nature, des grenouilles, etc. Et à tel point que je décide à un moment de m'y installer et de faire grandir mes enfants à cet endroit-là. Sauf qu'entre-temps, tout disparaît. Entre-temps, les grenouilles disparaissent, les libellules disparaissent. Et sur un pas de temps qui est quand même assez court, en 30 ans, on voit vraiment la biodiversité commune éradiquée. Voilà. Alma Dufour, ça vous est venu comment cette vocation, cet engagement pour l'écologie? Engagement, oui, assez, on va dire, jusqu'au boutiste, puisque j'étais activiste, en plus d'être chargée de plaidoyer. Ça m'est venu, en fait, moi j'ai grandi en ville, donc pas du tout avec un rapport avec la nature particulier. Non, ça m'est venu parce que moi, par contre, j'ai grandi dans un milieu assez pauvre, et en fait, quand j'ai compris que le changement climatique allait rendre plus pauvres des gens qui étaient déjà très très pauvres, et que changement climatique et lutte des classes, ça arrimait ensemble, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de m'engager et de donner ma vie pour cette cause pour laquelle je continue de me battre du côté de la politique aujourd'hui. Ça, on va en parler justement. Léo Cohen, vous, c'est venu comment? Et est-ce que l'engagement en cabinet ou en tout cas dans les institutions était une évidence? Alors la première rencontre avec les questions de protection de la nature et d'écologie, elle est ancienne. Moi aussi, je viens de la ville. J'ai passé tous mes étés de ma plus jeune enfance jusqu'à l'âge adulte dans les montagnes ardéchoises, où on développe une sensibilité particulière à son environnement. Mais en fait, très vite, moi, ce qui m'a obsédé et préoccupé, c'était de conjuguer l'exigence des idées à l'efficacité des moyens. Et donc, moi, mon premier engagement politique, il a été pour l'écologie. À l'époque, c'était Dany aux Européennes de 2009. Et tout de suite, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que je peux me mettre, j'allais dire, à la tâche, être efficace et utile. Et donc, tout de suite, j'ai fait le choix d'un engagement dans les institutions pour faire avancer ce sujet-là. Avec un bilan mitigé aujourd'hui. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Un bilan mitigé, mais une exigence toujours intacte. Le sens de ce livre, c'est à la fois de poser un diagnostic, mais c'est aussi de faire des propositions. Évidemment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Moi, le constat que je fais, c'est que les blocages sont nombreux. Ils sont presque par sédimentation installés dans notre système. Et donc, j'ai essayé de faire un travail qui, à ma connaissance, n'avait jamais été fait, qui était de nommer, de segmenter, d'analyser un par un ces blocages et à chaque fois de faire des propositions très
très concrètes. Aujourd'hui, je pense que dans le débat, la seule question qu'on pose, c'est à qui la faute. Moi, je crois que la bonne question, c'est à quoi la faute. Et si on veut relever ce défi-là, aujourd'hui, il faut changer les règles du jeu. Et donc, j'ai voulu apporter ma contribution à ce débat. Alors, justement, dans les obstacles, il y a des obstacles internes, externes. Il y a l'influence des lobbies. On va en revenir en détail tout à l'heure. Il y a le blocage de la haute administration, la communication avec des formules qui parfois l'emportent sur les causes, des subventions publiques, vous dites, qui rendent rentables des projets désastreux pour l'environnement, le poids des puissances étrangères sur des décisions. Quand vous entendez ça, Alma Dufour, qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous ferez mieux? Voilà, je pense que c'est pas une question de faire mieux que Monsieur Cohen. Non, la question c'est que ou en tout cas de contourner tous ces obstacles. C'est que la question c'est que les blocages sont pas que des blocages dus au fonctionnement des institutions, dus à des normes mal faites, dus à des rapports humains, même si tout ça existe au sein de l'État, en dehors de l'État. Je l'ai vu en tant que chargée de plaidoyer. Non, je pense que les blocages ils vont bien plus loin que ça, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de sauter le pas vers un mouvement politique dans une dynamique électorale, donc pas n'importe quand. J'étais pas encartée, je le suis toujours pas, mais pourquoi j'ai décidé d'accompagner ça? C'est parce que pour moi, les blocages, ils viennent dans les fondements même de notre ordre politique et économique. Et que du coup, si on s'affronte pas directement à cet ordre politique et économique, à ce capitalisme financiarisé, néolibéral, mondialisé, on ne peut pas, en réalité, aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait déjà sur la transition écologique. Et on le voit, on le sait, depuis 50 ans, notamment sur le climat, on nous dit le changement climatique est là. Depuis 50 ans, les émissions n'ont fait qu'augmenter. Cette année, elles redépassent le niveau qu'elles avaient en 2019 avant la crise. Et voilà, c'est bien la preuve que là, les recettes ne fonctionnent plus, c'est un échec total du système et qu'il faut ressusciter la notion vraiment de lutte des classes, de politisation et des mouvements sociaux qui ont traversé l'histoire, aussi dans la cause climatique. Léo Cohen, vous allez réagir à ce que dit Alma Dufour, mais quand vous arrivez à l'écologie, au ministère de l'écologie, vous arrivez après un an de mandat d'Emmanuel Macron, où l'homme le plus populaire du monde de l'écologie, Nicolas Hulot, s'est cassé les dents sur l'exercice du pouvoir. Est-ce qu'il y avait, avec déjà une forme de constat d'échec de sa part, est-ce qu'il n'y a pas dans votre tête une petite voix qui vous dit, mais en fait là, ça va être mission impossible ce truc? Alors deux choses. Évidemment, il y a une petite voix qui nous dit, non pas seulement ça va être mission impossible, mais la tâche va être absolument ardue. Et de toute façon, dans ces configurations-là, si vous y croyez pas, vaut mieux aller à la pêche. Je veux dire, ça sert à rien. La deuxième chose, c'est qu'il y a une injonction contradictoire qui anime le débat. Il y a l'injonction à agir. C'est l'urgence d'agir. On a 10 ans pour faire le job. Et puis, il y a l'injonction à ne pas agir. En gros, on vous dit, il faut attendre que toutes les conditions politiques soient alignées pour finalement faire vraiment bouger les choses. Moi, j'ai jamais vu les choses comme ça. J'ai toujours été prêt à aller m'engager, même quand c'était pas parfait, même quand il fallait prendre des coups. Je pense que ça en valait la peine. Et peut-être pour réagir à ce que disait Alma Dufour à l'instant, ce que je peux parfaitement entendre. Évidemment, il y a des enjeux qui sont des enjeux de volonté politique, de vision globale, d'appréciation. Vous disiez l'ordre politique et économique des choses. Moi, je peux entendre et partager une partie de ces réflexions-là. Il n'en demeure pas moins que si cet enjeu-là se joue à horizon de 10 ans, et même si demain, par exemple, le candidat que vous défendez arrivait à exercer les responsabilités, eh ben, il continuerait à se trouver confronté à des rivalités au sein de son gouvernement, il se trouverait encore confronté à une haute administration qui n'est pas formée à ces enjeux, il continuerait à être confronté à des secteurs économiques qu'il faut transformer en profondeur et qui opposent des résistances tous les jours. Et donc moi, ce que je dis dans ce livre, c'est que parfois, des petits blocages très précis peuvent valoir mieux que des grandes idées, ou en tout cas peuvent être complémentaires de ces grandes idées-là. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à dégripper des situations. Voilà. Quand effectivement, dans votre livre, vous parlez de la haute administration qui bloque, grosso modo, la technocratie, quoi. Comment vous... Parce que vous allez avoir la même... admettons que Jean-Luc Mélenchon soit élu. Vous continuez à travailler avec lui, et donc la majorité de Jean-Luc Mélenchon, son équipe, se retrouve face à la même administration. On ne va pas changer l'administration d'un coup, ni ses pratiques en claquant des doigts. C'est quoi la bonne méthode pour changer le logiciel ? En fait, encore une fois, là, j'ai l'impression qu'on discute, enfin, je sais pas, la maison brûle et on discute un peu de la couleur du papier peint, mais évidemment... Non, on n'est pas là pour discuter de la couleur du papier peint, on est là pour discuter de comment on met en œuvre des changements radicaux. Et je crois que sur la radicalité, vous partagez, à mon avis, tous les trois, la même nécessité de changements radicaux. Comment on fait ? C'est ça la question de ce soir. Comment on fait ? Mais alors, déjà, peut-être pour répondre, j'entends ce que vous dites, et il y a des blocages qui sont réels, qui sont loin de la politique. Néanmoins, on ne peut pas mettre ces blocages-là et la complexité du monde comme un bouclier, comme un argument pour pas penser le fond politique des choses et ce qui nous arrive depuis 50 ans. Pas du tout. Non, bien sûr. Mais du coup,
Nous, déjà, le fait d'avoir Jean-Luc Mélenchon au pouvoir et surtout une majorité et de commencer à mettre en application le programme de l'avenir en commun, c'est déjà dans la fonction publique et dans les services de l'État, il y a énormément de gens qui sont de bonne volonté. Il y a des blocages, mais il y a aussi énormément de gens qui voudraient faire plus, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de le faire. Par exemple, dans le ministère de la Transition écologique, on supprime des postes, on ne donne pas aux gens les moyens de le faire. Ça, déjà, on voudrait répondre à ça. Par ailleurs, au-delà même de l'administration, nous, ce qu'on veut, c'est créer les conditions d'un soutien populaire au programme écologique qu'on veut mener, aux très très grandes réformes que l'on va mener. Et ça, on va le faire par un programme de justice sociale très fort, mais aussi en s'appuyant sur les secteurs professionnels, la formation, etc. Donc c'est une vision de l'écologie qui implique tout le monde, qui met tout le monde dans une position équitable par rapport à la transition écologique. Et je pense que c'est ce sur quoi le gouvernement d'Emmanuel Macron a beaucoup buté, avec la crise des Gilets jaunes, on l'a vu. C'est-à-dire de ne pas changer, d'appliquer l'écologie à un modèle néolibéral quand même assez inégalitaire, qui continue de creuser les inégalités, et de ne pas se rendre compte, ou de ne pas vouloir se rendre compte que ça allait aggraver des inégalités déjà très fortes. Et on voit qu'avec ce logiciel-là, on ne peut pas embarquer tout le monde dans la transition écologique et on ne peut pas réaliser la concorde populaire suffisante pour mettre en œuvre un programme aussi radical. Julien Leguet, votre rapport à la politique, il est lequel ? Est-ce que vous pourriez passer de l'activisme et de l'action au sein d'une association, on va détailler l'objet de Bassine non merci, mais est-ce que vous pourriez passer à un autre mode d'action ou est-ce que pour vous c'est vain ? De manière générale, on va comparer nos expériences et le résultat c'est qu'on n'y est pas. Le déclic, il n'a pas eu lieu. Et donc on a différentes stratégies. Certains pensent que dans l'entrisme, en étant dans l'appareil, on arrive à le faire évoluer. Certains pensent qu'en étant en marge complètement, ce que je vais peut-être plus représenter aujourd'hui. Ben non, en fait, c'est bien l'accumulation de toutes ces stratégies qui peut nous donner l'espoir qu'à un moment, il y ait une bascule. Je pense que personne n'a la solution là, donc il faut qu'on continue à creuser. Il n'y a pas de mode d'emploi absolu, il n'y a pas de type d'action. Et tout à l'heure, je décrirai un petit peu ce qu'on fait à Bassine non merci pour essayer de résister. Mais la conviction, c'est que c'est bien tout l'éventail des formes de lutte qu'il faut activer face à des rouleaux compresseurs qui sont énormes en fait. Et il y a là il y a un film qui s'appelle Goliath. Il y a vraiment ce sentiment d'être David contre Goliath, de voir l'échelle sur le poids des lobbies, mais bien sûr. Et le poids de l'agroalimentaire, des pesticides, etc. Et voilà, et la grande écoute qu'ils vont avoir, notamment en particulier avec ce dernier gouvernement. C'est sûr que de Normandie Macron, faut reprendre un petit peu la liste de leurs engagements. Moi, j'ai juste envie de parler des glyphosates. Sur le Marais Poitevin, Charente-Maritime, on a été le département en 2020 où le plus gros tonnage de glyphosate a été vendu. On a fait plus 44% en année 2020 où Macron avait annoncé que c'était la fin des glyphosates. Donc, D'ailleurs, dans votre livre, vous évoquez la bataille contre les néonicotinoïdes en disant que même s'il y a eu l'amendement sur la betterave sucrière, c'est quand même à 91% réussi sur la base d'une loi contraignante, mais que quand on a laissé ça à la bonne volonté de chacun, en l'occurrence sur le glyphosate, il n'y a pas eu beaucoup de volonté exprimée pour sortir du glyphosate. Exactement. Donc est-ce que là, vous admettez que... Et je dis même qu'il aurait fallu pouvoir avoir un discours positif sur ce qui s'est passé sur les néonicotinoïdes en 2016 pour en faire un cas d'école et pour demain faire la même chose sur le glyphosate. Vous avez dit un truc très important, si je peux juste réagir, c'est l'accumulation des modes d'action qui à un moment va faire que les choses avancent. Sur la question des phytos, moi je l'ai vécu de manière très concrète. Les phytosanitaires. Ouais, des phytosanitaires. L'histoire des néonicotinoïdes, ça commence comment ? C'est des associations et des scientifiques qui se mobilisent et qui finalement lèvent l'alerte sur ce sujet. Ensuite, vous avez une pétition de 700 000 citoyens qui est remise au gouvernement. Là-dessus, vous avez une députée que vous devez connaître, qui est la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batteau, qui dépose un amendement à la loi sur la biodiversité sur ce sujet. Et puis nous, à l'époque, moi j'étais au gouvernement, ensuite on prend le relais, il y a la bataille assez classique, nous on s'oppose au ministre de l'Agriculture de l'époque, Barbara Pompili, Ségolène Royal, on mène cette bataille et à la fin, on gagne à 2 voix près. Cet exemple, il est l'illustration qu'un mode d'action local, associatif, citoyen, scientifique, avec à un moment donné un relais politique, qui peut produire des résultats. Donc moi, je vois pas tellement d'opposition, de concurrence entre nos registres, mais effectivement, la nécessité d'additionner les forces. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui peut vous différencier ? Je vous prends un truc qui est dans votre, ou peut-être beaucoup de choses, qui est dans votre livre. Vous dites, en gros, il y a une alternative que vous exposez dans la formule suivante, refuser de se salir les mains au nom de l'exigence, assumer d'avancer par étapes au nom du pragmatisme. Est-ce que c'est un peu le dilemme auquel vous allez, vous, par exemple, être confronté à un moment si Jean-Luc Mélenchon accédait au pouvoir ? Encore une fois, pour revenir
Ou est-ce que c'est aussi des questions que vous posez Je vais vous donner un exemple parce que c'est évidemment qu'il y a des blocages, évidemment que personne n'a de baguette magique et qu'on soit Jean-Luc Mélenchon, et surtout au lieu de parler de Jean-Luc Mélenchon, je vais parler du programme de l'avenir en commun. Personne n'a une baguette magique, tout le monde se heurte au mur de la réalité, rien n'est simple et rien ne s'obtient en claquant des doigts. Par contre, évidemment, la question de la volonté politique change absolument tout. Mais je vais repartir d'un exemple parce que j'ai beaucoup réfléchi avant de venir parce que moi, ma position, c'est pas de dire les mouvements sociaux ne servent à rien. La politique, c'est essentiel, c'est de dire les mouvements sociaux et la politique sont complémentaires l'un et l'autre, et le mouvement social doit trouver un débouché en politique pour réussir à transformer le monde, et en même temps, le politique ne peut pas se passer des mouvements sociaux pour réussir ces grandes transformations. Je prends l'exemple du Front populaire. Le Front populaire, c'est un gouvernement d'alliance de gauche soutenu par les syndicats qui est arrivé au pouvoir, mais c'est surtout parce qu'il y a eu des grèves massives. 2 millions de personnes se sont mis en grève, et c'est comme ça que le gouvernement a pu voter les lois sur les congés payés, l'augmentation des salaires, etc. Ce que je veux dire, c'est que si, à l'époque, alors que c'était des conditions pas si différentes, pas en termes de climat, mais en tout cas en termes de montée du fascisme, de tensions internationales, on a réussi à faire des choses pareilles, c'est parce que le pouvoir, il réside quelque part, il réside dans le peuple, il réside dans les gens, il réside dans les travailleurs, il réside justement dans ceux qui participent aux mouvements sociaux. Et ça, pour moi, c'est ça la recette du succès, en réalité. C'est comme ça qu'on réussit à transformer le monde. Et dans l'administration, s'il y a des grands mouvements sociaux dans les industries, chez les gens, chez les citoyens, qui accompagnent un grand programme de changement, les gens suivront. Les entreprises seront obligées de suivre. Y compris les mouvements, les actions de désobéissance civile, ce sera quelque chose que vous serez en mesure de soutenir toujours. Moi, je condamnerai jamais le militantisme, même illégal, parce que la légitimité et la légalité sont deux choses différentes. J'ai moi-même été en procès. À l'époque, on a été soutenu par des gens de l'Union populaire, évidemment du moment que ça s'exerce pas avec violence, que l'on ne menace personne. Donc tout comme les bassines, oui, je pense que le gouvernement, si on était élu, serait à l'écoute, en soutien, et n'adopterait pas les mêmes politiques répressives des mouvements sociaux qu'on a vues sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais avant sous le gouvernement de M. Hollande. Alors on va parler des bassines justement. Allons-y. Donc vous, Julien Leguet, vous avez fait le choix d'un engagement, d'un activisme pur et dur, enfin je sais pas si c'est pur et dur, mais tout simplement. Pour comprendre de quoi on parle, on va regarder en images ce que vous appelez donc les désarmements ou encore les démantèlements. Par exemple, le 6 novembre 2021 à Mosée-le-Mignon dans les Deux-Sèvres, une mobilisation pour dénoncer donc ces méga-bassines de l'agro-industrie, une manifestation qui était par ailleurs interdite, avec un objectif, vider la bassine, et ce fut chose faite. Autre action samedi dernier à Lyon et dans sa région, cette fois-ci contre Bayer-Monsanto, le géant des pesticides. 400 militants, tout de blanc vêtus, et face à eux les forces de l'ordre et la mise à l'arrêt du site. Avec donc un nouvel appel à la mobilisation pour les 25, 26 et 27 mars. Le printemps maraîcher. Et donc toujours dans les Deux-Sèvres à la Rochénard, c'est ça ? Tout à fait, du 25 au 27 mars. Voilà. Votre mouvement, est-ce qu'il a vocation à disparaître si les bassines étaient interdites, ou est-ce qu'au contraire la lutte citoyenne doit continuer sur d'autres aspects de la défense de l'environnement, un peu comme un contre-pouvoir, une vigie, une alerte, un peu toujours présente pour ceux et celles qui nous gouvernent et qui pourraient parfois être pris dans des contingences, dans un pragmatisme, dans des vents contraires? Déjà, il faut dire ce qu'il est, ce mouvement, parce que moi je veux bien, radical, etc. Déjà, ce mouvement, il est un collectif citoyen informel. On n'a pas d'assos, il n'y a pas de statut. Vous voulez parler de radicalité dans l'engagement, pas forcément pas un gros mot du tout dans ma bouche. On y vient. Il est surtout un agglomérat de plein de citoyens qui rentrent avec plein de portes d'entrée. Il y a des pêcheurs, il y a des paysans, il y a des consommateurs. De toute façon, ce projet de bassine, il est critiquable par tous les bouts qu'on le prenne. Et c'est également un agglomérat de plein d'organisations très diverses et variées. En fait, le collectif citoyen Bassine Non Merci, c'est surtout une méga alliance où on rentre et on sort à volonté. Et on n'a aucun souci à travailler avec les syndicats, au contraire. Et d'ailleurs, je sors, là ce matin, j'étais avec les camarades du Bureau National de Solidaire qui appellent à la manifestation. Les camarades de la CGT appellent à la manifestation, et on a de très bonnes relations avec les partis, ELV, la France Insoumise, le NPA, le PCF chez nous. La République En Marche. Comment ? La République En Marche. La République En Marche, non, bizarrement, ils ont peut-être une oreille plus attentive pour les propositions de la FNSEA ou de la coordination rurale, mais en tout cas, non. Et voilà, donc déjà il y a cette diversité qui en tant que telle, quand on parle de convergence, on y est vraiment.
sur notre territoire. Et c'est évident qu'on va gagner cette lutte, on va tout mettre en œuvre parce que c'est juste pas tolérable. Parce que là, les 16 bassines qui sont en projet autour de chez nous, c'est bien la volonté de les multiplier. On est bien le secteur test avant généralisation du dispositif à l'ensemble du territoire national. Et c'est pas qu'une vue de l'esprit. Il suffit de reprendre les déclarations de Jean Castex le 1er février, qui, dans le cadre des conclusions du Varenne agricole, de l'eau et de l'adaptation au réchauffement climatique, annonçait qu'il y avait 200 millions d'euros qui allaient être mis sur la table. Et toutes les procédures qui font qu'aujourd'hui, pour faire des bassines, il faut 3-4 ans, parce que forcément, il faut faire des études d'impact, il faut voir s'il n'y a pas un effet sur le milieu, etc. Ben, tout ça va passer à la trappe, et en un an, les bassines vont pouvoir sortir. Et concrètement, depuis un mois, c'est ce qu'on apprend. Il y a des bassines qui ont poussé dans le Berry, il y en a qui sont en programme en Bretagne. En fait, c'est vraiment ce que présente le gouvernement Macron comme la solution à l'adaptation au réchauffement climatique. Si on stocke de l'eau en hiver, ce sur quoi c'est un principe pas forcément stupide, mais la vraie question derrière, c'est où est-ce qu'on prend la flotte? Si c'est pour prendre l'eau dans les nappes phréatiques, qui sont déjà des réserves constituées, et pour les exposer à la chaleur, à l'évaporation, c'est juste absolument stupide. Et puis derrière ça, le fait de la prendre de la nappe qui est une réserve commune, qui sert à tous, et à l'eau potable, et au milieu naturel, et à l'eau agricole aussi, le fait qu'elle soit mise en réserve dans la bassine pendant l'hiver, à partir de ce moment-là, elle est privatisée. Et à partir de ce moment-là, quel que soit le climat qu'il y aura l'été, on peut être certain que même sous le grand soleil, ils arroseront le maïs en plein soleil, il n'y aura pas de problème. Donc, ce genre d'action, vous qui êtes passé en cabinet, c'est perçu comment dans un ministère? C'est-à-dire, est-ce que ça, tout comme les décrocheurs ou encore les plus pionniers, les faucheurs d'OGM, est-ce que ça, c'est une épine dans le pied d'un ministère de l'écologie? Est-ce qu'on discute avec? Comment, à votre avis, ça peut être perçu aujourd'hui? Tout dépend des actions, de la nature, des modalités, de comment ça se passe. Je veux dire, quand vous incarnez le gouvernement, vous demandez à ce que la loi soit respectée, et puis c'est un peu la règle qui s'applique à tout le monde. Donc voilà, à partir de là, moi je connais pas le mode, les manifestations que vous mobilisez, etc. Bref, pour moi c'est pas le fond du sujet. Ce qui est intéressant dans ce que vous soulevez, et ça fait lien aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que en fait sur ces sujets comme sur tous ceux qui concernent la transition écologique, on va être confronté à toutes les contradictions du corps social. Concrètement, tout à l'heure vous avez dit la volonté politique change tout, elle change beaucoup mais elle ne change pas tout parce que sur la spécificité de ce défi-là, à chaque fois on va être confronté aux contradictions du corps social. Je me suis intéressé un petit peu pour la préparation de mon livre à la politique de l'eau, qui n'était pas du tout un sujet que je suivais spécifiquement quand j'étais au ministère, et notamment dans une région de la France qui est celle du Sud-Ouest, où ce que nous disent les études officielles aujourd'hui, c'est que si on ne fait rien, en 2050, il nous manquera 1,2 milliard de mètres cubes d'eau. Concrètement, pour vous donner un ordre de grandeur, peut-être que vous confirmerez ou que vous infirmerez mes chiffres, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près ce que consomment 22 millions de Français à l'échelle d'une année. Et si on prend la question d'une bassine, je ne sais pas si aujourd'hui il y a une proximité avec la FNSEA ou la coordination rurale. Je sais que moi, quand j'étais au cabinet, par exemple, on a fait arrêter le projet illégal de la retenue de Caussade, que vous devez connaître en Lot-et-Garonne, et qui a conduit à des peines de prison pour les personnes qui ont été à l'origine de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Qui est construite et qui fonctionne. Qui est construite, mais qui a vocation à être démantelée et je l'espère, remise en état. En tout cas, si la loi s'applique, y compris pour les peines liées au délit à l'égard de l'environnement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si on veut comparer ce qui concerne une bassine avec les enjeux que je viens d'évoquer, ça veut dire que 1,2 milliard de mètres cubes d'eau, ça représente 2500 bassines. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à mettre tous les acteurs et tous leurs usages autour de la table. Évidemment, il y aura des tensions, que ce soit les agriculteurs, les industriels, mais surtout les ménages, et qu'il faut arriver à dégripper ces situations pour trouver des voies d'utilisation communes. Et évidemment, de mon point de vue, c'est la priorité environnementale qui doit s'imposer au reste, mais d'un autre côté, il faut aussi assumer ces contradictions-là parce qu'elles vont concerner des pans entiers de notre vie active. Je veux dire, voilà. Il faut manier l'art du compromis. L'art du compromis, encore une fois, avec les chiffres qui sont les nôtres et qui sont ceux de la science. Je veux dire, quand le GIEC nous dit qu'il faut des mesures immédiates, radicales et structurantes, il y a un moment où ça donne un indicateur. Le compromis, il doit se faire dans les conditions du maintien de l'habitabilité de notre planète. Voilà. Alors, je ne sais pas d'où vient le chiffre d'1 milliard d'euros, faudrait regarder. Le bassin du Sud-Ouest. Oui, c'est parce qu'en fait, tout dépend aussi du type d'agriculture qu'on va choisir de développer. Il faut le dire, les bassines actuellement, ça concerne 5%
des exploitants agricoles du territoire et les plus grosses fermes. Ça signifie qu'il y a donc 95% des exploitants sur notre territoire qui savent développer un modèle économique résilient, ils en vivent de leur ferme, sans passer par cette hyper-irrigation. En face de ça, notre collectif, on dit bien qu'on n'est pas contre l'irrigation, on est maraîcher pour la plupart, il y a plein de copains. La question qu'on pose, c'est comment on priorise les usages de l'eau et comment l'eau agricole, elle est priorisée. Est-ce que c'est pour faire de l'import-export? Parce que moi, je crains que le 1,2 milliard de mètres cubes, ce soit dans le système agricole tel qu'il est aujourd'hui, et à condition de le pérenniser, sans remettre en cause ses fondements et ses fonctionnements. Et par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir, et clairement, on est en train de voir que les bassines servent en grande partie à ça. C'est pour irriguer des cultures, pour faire tourner les méthaniseurs. Et là, au secours, quand on voit déjà l'irrigation pour des objectifs d'autonomie alimentaire et des relocalisations des productions à fond pour remplacer le pétrole, mais on court directement à la catastrophe, et on le sait déjà. Puis on voit la situation en Ukraine où là le prix du blé il augmente très très fort. Si en plus le marché est en tension parce qu'on compte dessus aussi pour faire de l'énergie. Donc voilà, moi le 1,2 milliard de mètres cubes, c'est quelle agriculture, quel projet de société, et il y a la question vraiment de la hiérarchie des usages. Et c'est d'abord, et c'est la loi qui le dit, et c'est aussi pour ça qu'on se permet aujourd'hui de rentrer en désobéissance civile, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment le sentiment d'être face à un État qui ne respecte pas les directives. La directive cadre européenne sur l'eau, je pourrais l'illustrer à travers plein d'exemples. Ça fait 6 mois là sur le dossier des bassines depuis que les travaux ont démarré, où quotidiennement le préfet bafoue des directives européennes, ne respecte pas la loi cadre sur l'eau à l'échelle. Et donc nous on est vraiment parce que avant d'arriver à ce type d'action-là, on a tout essayé, on a tout fait. Ça c'est intéressant. On a commencé, c'est comme ça que le collectif est né. D'abord l'enquête publique. Encore faut-il savoir qu'elle existe. Maintenant, on l'a vu venir. Parce que souvent, il faut se rendre compte que ceux qui mènent ce genre de projet, la première stratégie, c'est que les citoyens découvrent ça quand c'est trop tard, quand les PLU quand les plans, tout est prêt. Donc, on a joué ce rôle-là. On a informé les gens qu'il fallait aller à l'enquête publique. Résultat des courses, 80% d'avis défavorables. Argumentés, c'était pas juste, on est contre. Il y avait des arguments très très lourds, avec plein d'approches différentes. Résultat des courses, avis favorable, sans aucune réserve. Derrière, il y a les associations de protection de la nature qui vont de leurs aspects juridiques, de leurs recours, etc. Et comme dans COSAD, les recours ne sont pas au bout et les travaux commencent. Et on se retrouve dans une situation catastrophique où l'État a poussé, c'est ce qui s'est passé chez nous, a poussé la construction d'une première bassine, alors qu'il y en a déjà 6 illégales sur le territoire, dont on ne sait même pas... Ça fait 15 ans qu'elles sont exploitées. D'ailleurs, 3 des 5 qui ont été démantelées, c'est ce qu'on appelle les bassines illégales de la ZAD des Roches, association syndicale autorisée. Et là, il y a clairement... c'est l'État, en fait, qui génère cette situation. À l'époque, Loïc Prud'homme avait présidé une commission d'enquête parlementaire sur la question des tensions, des conflits en situation de pénurie d'eau. Et c'est vraiment une étude sous l'angle sociologique. C'est quoi les germes des tensions? C'est quoi? C'est les problèmes de gouvernance, c'est les problèmes d'information, c'est les problèmes de transparence de l'information. C'est en fait la volonté réelle de parler de démocratie participative sans jamais l'appliquer. Et c'est ça qui génère aujourd'hui des situations aussi fortes. Et l'État est très fortement responsable. Je ne sais pas ce que va être le printemps maraîchin. Nous, on en appelle à la paix de l'eau, clairement. Et on va poser à la nouvelle préfète qui vient d'arriver de savoir si elle veut être la préfète de la guerre de l'eau. Il y a tous les éléments pour. Si l'État décide de faire un nouveau Sivins, là, on nous annonce 1500 forces de l'ordre face à des familles. Donc, on va falloir voir... Ça rejoint un peu aussi ce que vous dites et le bilan que vous tirez de la Convention citoyenne pour le climat et la manière dont finalement les propositions n'ont pas été retenues sans filtre comme il avait été promis par Emmanuel Macron. Le fait aussi que cette Convention citoyenne pour le climat, elle a parfois un rôle un peu de plan B, quoi. Je pense à ce que vous racontez sur les passoires énergétiques. On ne sait pas trop quoi en faire, alors on refile la patate chaude, on renvoie au calendrier grec. Enfin, j'exagère, à plus tard et on file la patate chaude aux citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Ce qui exprime Julien Leguet, c'est finalement une forme de mépris ou en tout cas d'écoute assez limitée envers les préoccupations des citoyens. Le fil, il est cassé entre l'État et les citoyens, notamment en matière environnementale.
La trahison est trop grande. En tout cas, la confiance se détériore, et la confiance est le point nodal de notre capacité collective à relever ce défi-là. Et accepter les contraintes qui vont avec. Et accepter les contraintes qui vont avec, exactement. Et pour ce qui concerne la Convention citoyenne pour le climat, moi j'en ai été l'un des initiateurs, puis l'un des organisateurs. Je le dis, cette initiative-là est une innovation démocratique majeure. Il n'en restera pas rien. D'abord parce que 150 citoyens tirés au sort ont fait un travail exceptionnel et ont fait la démonstration que quand vous placiez cette responsabilité entre la main de ces personnes, elles pouvaient en faire quelque chose. Mais ensuite parce que ça a aussi permis de faire avancer certains dossiers. Vous parlez de l'interdiction de mise en location des passoires thermiques. C'est un dossier qui a été porté par les citoyens. Moi, je me suis battu pendant 10 ans à l'intérieur là-dessus. Je n'y suis pas arrivé. Les citoyens ont permis ce déblocage-là. Donc ça n'a pas rien permis. Pour autant, évidemment, si la confiance est le point nodal, et c'est le problème de cette histoire de Convention citoyenne sur le climat, le fait que le président n'ait pas scrupuleusement respecté le contrat qu'il engageait vis-à-vis des citoyens est un problème de fond qui va créer de la défiance plus que de la confiance. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans ce livre, moi je propose 4 propositions hyper opérationnelles pour garantir les débouchés politiques de ces innovations, y compris au plan juridique. Je dis, quand le contrat moral ne suffit pas, il faut parfois passer au contrat légal, et je fais des propositions en ce sens, quitte à aller jusqu'à, même si c'est difficile à faire, constitutionnaliser le sans filtre. Parce que moi je pense que c'est à ce prix-là que la confiance se rachète, et sans confiance il n'y aura pas de transition réussie. D'accord. Je suis d'accord dans le sens où mais dans le sens où les règles du jeu doivent changer. Effectivement, il faut changer aussi, je pense, la Constitution. C'est aussi une des choses, je pense, encore une fois, dans cette élection qui est un peu déterminante, et dans le fait aussi de s'engager pour un programme qui prévoit une réforme constitutionnelle de très très grande ampleur et qui prévoit de changer de régime, en fait, parce qu'aujourd'hui, la confiance n'est pas là parce que la table des négociations, elle est truquée. Et moi, j'ai assisté à la Convention citoyenne, j'ai été à la rencontre des citoyens, j'ai admiré leur travail, leur engagement, et on a été là pour eux pendant 1 an. Et c'était une douleur terrible de voir la déception, en fait, d'y croire pendant 1 an, de travailler comme des fous pendant 1 an. Et si ça a été une innovation démocratique, pour moi, ça aggrave la crise démocratique, ça aggrave une succession de bafouements démocratiques. Et là, on est sur un point de rupture. Et donc, ce que vous dites, je partage en partie, il faut absolument changer les institutions, mais pour le faire, malheureusement pour le faire, il y a 2 méthodes, et pour moi elles vont ensemble, c'est-à-dire il y a la rue ou les urnes, et il y a les gilets jaunes ou les élections, et pour moi en fait c'est un peu une conjonction des deux, et c'est pour ça que cette année, alors que j'avais, encore une fois, pas encarté activiste, que j'ai été en procès, que j'ai été gilet jaune, etc., en fait je me suis dit que c'était fondamental que les mouvements sociaux assument en fait qu'ils sont la gauche, parce qu'on va pas se cacher derrière des mots. Enfin, la gauche en ce qu'elle a, pas partidaire, mais en tout cas en ce qu'elle a de transformation de la société, de l'économie, de l'environnement, qu'ils assument ça, qu'ils assument qu'en fait c'est eux la chair des mouvements, que c'est eux la chair de la politique, et qu'en fait il n'y a pas de mouvement social qui aboutisse sans réforme des institutions ou sans prise de pouvoir par les urnes, et qu'il faut que les gens le comprennent. Un dernier mot, rapidement. Je sais pas, mais dans cette illustration et de comment tout ça s'imbrique. Sur les Deux-Sèvres, il y a eu un truc assez extraordinaire lors des dernières élections départementales. C'est qu'en fait, c'est le collectif qui a lancé l'invitation aux partis de gauche qui étaient partis pour y aller chacun de leur côté. Et ça a été un exercice de démocratie extraordinaire où finalement les partis se sont mis au service des citoyens. Voilà, je dois le dire. Le PC, ELV, la France Insoumise et d'autres places publiques et 8 organisations comme ça. On dit on laisse nos casquettes de côté et là pour le bien commun on va la jouer collectif. Peut-être là l'articulation. L'Union populaire c'est peut-être quelque chose qui ressemble à ça, ce qui a été tenté sur les primaires. Voilà, c'est. Mais voilà moi je dis pas qu'il faut sortir des partis, mais il faut que on voit bien, en particulier sur cette période-là, que justement ces chapelles-là, elles sont aujourd'hui aussi le facteur limitant à l'agglomérat plus général. Donc c'est bien de l'articulation des 2 mouvements qu'on pourra sortir quelque chose. Et on imagine que les partis regarderont attentivement la mobilisation de samedi, donc la marche pour le climat et la justice sociale organisée samedi 12 mars partout en France. Est-ce que vous irez manifester ? Oui. Quel mode de mobilisation pour vous désormais ? C'est plus à l'intérieur d'un cabinet, du Parlement, d'un ministère ? Vous avez déjà réfléchi à la question ? Il y a plusieurs contributions possibles. Pour commencer, j'ai écrit un livre. C'est peut-être une première proposition. Et puis, moi, aujourd'hui, je travaille comme indépendant. Moi, je travaille avec des collectivités, des associations, des entreprises. J'essaie de les accompagner dans des transformations. C'est marrant parce que c'est beaucoup moins impactant que ce que j'ai fait avant, mais c'est beaucoup mieux vu. Et il y a une forme d'injustice à ça. On me dit maintenant, c'est génial ce que tu fais, alors
simple. En réalité, je pense que ce qui était vraiment difficile et courageux, enfin, c'est en partie ce que j'ai fait plutôt avant et ce que vous vous apprêtez peut-être à faire. Mais encore une fois, oui, c'est un engagement qui prendra d'autres formes. C'est une remise en question permanente qui doit cheminer. Et moi, encore une fois, dans ce livre, c'est une contribution que j'ai voulu amener à ça. Merci à tous les trois d'être passés sur le plateau d'Alerte Libre. Donc Julien Leguet, la prochaine action de Bassine Non Merci, 25, 26 et 27 mars au Rochénard, on dit La Rochénard. La Rochénard. Ouais, qu'on baptisera peut-être la Rochanard pour l'occasion. D'accord. Alma Dufour, la campagne continue pour vous aux côtés donc de la Bientôt France. le deuxième tour, on espère. Commençons par le premier. Et oui, je veux dire d'aller au deuxième tour. Oui, bien sûr. Et Léo Cohen, votre livre 800 jours au ministère de l'impossible au petit matin. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Vous passe. Enfin, moi je veux le bien, mien, il est pas avec mal grand plaisir. rassuré et tout ça, mais ça peut toujours servir. Merci. Vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petite séance de rattrapage. La guerre en Ukraine d'abord et ses conséquences en France. Le service enquête de Mediapart raconte 4 histoires emblématiques de l'influence des oligarques russes, où l'on retrouve pêle-mêle le Rassemblement national, Nicolas Sarkozy, Alexandre Benalla et l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ukraine toujours, Romaric Gaudin s'est penché sur les fondements économiques de la guerre. Plus qu'un conflit entre deux modèles de capitalisme, la guerre livrée à l'Ukraine répond aux besoins de nouvelles ressources et de nouveaux marchés. Enfin, présidentielle en France, Ilyes Ramdani décrit la déprime généralisée dans l'entourage de Valérie Pécresse. Plusieurs élus racontent leur chemin de croix alors que la campagne de la candidate LR patine. Vendredi, dans ce studio, il sera à nouveau question de la campagne présidentielle. Le géographe Jean Rivière, auteur de L'illusion du vote bobo, démontre quelques idées reçues sur le vote des grands centres urbains. Samedi, documentaire, L'Empire de la perfection de Julien Faro, un film sur le génie du jeu de McEnroe et la tragédie de 84. Les plus jeunes n'auront qu'à le regarder samedi. Dimanche, enfin, le podcast Esprit critique, où on parlera littérature avec notamment Antipolis de Nina Léger et le marathon de Jean-Claude de Cyril Martinez. Bonne soirée, bonne fin de semaine. À très bientôt. Salut.